Bonjour et bienvenue sur les hauteurs de la Principauté de Monaco où nous vous présentons aujourd'hui une interview avec Sébastien Hucher. Interview enregistrée avant cette longue période de confinement, d'où un certain décalage temporel entre le tournage de cette entrevue et sa publication. Nous sommes donc allés à la rencontre de Sébastien Hucher, ancien gendarme et cadre commercial à Decathlon Monaco. Cet homme d'action aime se lancer des défis et associer pratique sportive avec protection de l'environnement. Persuadé que la meilleure autorité est l'exemplarité, il enchaîne les actions pour incarner les changements qu'il aimerait voir dans le monde. Sébastien, bonjour. Bonjour Laura. Quel a été le déclic qui vous a fait passer à l'action? J'ai vraiment commencé à m'investir de manière de plus en plus forte sur ces sujets-là à partir du moment où mon enfant arrivait sur cette planète. Quelle a été votre toute première action en faveur de l'environnement? Ma première action, en tout cas celle qui m'a permis de me mettre en mouvement, ça a été de participer à des courses à pied, des Run Eco Team, ce qu'on appelle, c'est une association française. Et quand on part courir, on prend le temps de ramasser au moins un déchet sur notre parcours. Ça a été une de mes premières actions un peu publiques, où j'ai emmené des gens avec moi courir en 2014-2015 pour ramasser des déchets, mais aussi pour protéger les terrains qu'on aime. Je me suis servi de Decathlon Monaco comme camp de base pour organiser des runs au départ du magasin. En courant en groupe, ça a une valeur beaucoup plus importante que le simple geste de ramasser le déchet. Ça permet de créer des échanges, ça permet de se questionner sur nos déchets, sur notre propre consommation. Donc en fait, cette première action est partie d'une petite action en quelque sorte, et puis finalement elle a pris une ampleur plus importante. Run Eco Team, c'était un petit groupe d'une centaine de coureurs, un peu partout en France, qui partaient courir, qui ramassaient un déchet et qui le partageaient sur la page Facebook Run Eco Team. Et puis le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a peut-être 80 millions de followers sur les réseaux sociaux, a découvert cette initiative en France et a envoyé une équipe de tournage à Nantes, chez le fondateur du groupe Run Eco Team, Nicolas Lemonnier, et a fait un petit film de l'action de Nicolas. Et le soir de Noël, fin 2014, si je me souviens bien, Mark Zuckerberg a partagé sur sa page Facebook la belle histoire française. Donc on est passé de 800 ou 1000 membres en une nuit à 20 000 membres. On se retrouve à peut-être 50 000 aujourd'hui en France à courir et à ramasser des déchets. Donc voilà, comment on utilise son influence pour avoir un impact positif. Comment avez-vous réussi à convaincre vos directeurs de ne plus vendre de bouteilles en plastique? J'ai eu la chance de ne pas avoir à le convaincre. Je lui ai présenté un projet qui vraiment respectait le triptyque du développement durable. C'est-à-dire que c'était un projet qui apportait un impact positif pour la population, un impact positif pour la planète, mais aussi un impact positif pour le profit, la création de valeur économique du magasin. J'ai une solution alternative. Vendre une gourde éco-conçue, fabriquée en France, réutilisable à un Français, c'est une gourde qui va aussi lui permettre d'arrêter de consommer des bouteilles d'eau en plastique. C'est toujours compliqué d'aller courir avec des gens pour ramasser des déchets sur les plages, des bouteilles en plastique et de rentrer dans son propre magasin et de les vendre. C'était un vrai problème pour moi. L'eau c'est naturel, c'est un besoin inaliénable, donc on ne peut pas vendre un produit qui ne doit pas avoir de valeur économique. C'est vraiment ma conviction. Et donc aujourd'hui, après 9 mois de décision, on vend environ 1000 gourdes et on fait 3 fois plus de chiffre d'affaires que ce qu'on faisait avec les bouteilles d'eau. Vous avez été le tout premier à lancer ce type d'opération. Avez-vous fait des émules depuis? J'ai jamais fait ça en disant aux gens, faites comme moi. C'est plutôt la meilleure autorité, c'est l'exemplarité. Et oui, effectivement, en France, il y a beaucoup de magasins, une trentaine, qui se sont intéressés à ce projet. Il y en a qui ont déjà pris la décision d'arrêter, mais plus largement en Irlande, Decathlon Irlande a pris la décision de ne plus vendre de bouteilles d'eau. J'ai appris la semaine dernière que Decathlon Angleterre retirait les bouteilles d'eau en plastique à usage unique de ses 45 magasins. J'aimerais que d'autres enseignes s'approprient ça, me demandent comment j'ai préparé ça, je leur donne tout sans hésiter. À l'été 2019, vous vous lancez un défi, celui de traverser la mer Méditerranée en paddle de Monaco à la frontière du Var, sans argent, sans nourriture, sans eau, et tout en ramassant des déchets rencontrés sur votre chemin. Pourquoi un tel défi? Chaque été, j'aime faire quelque chose d'un peu différent. Et ça fait longtemps que j'avais envie de faire une action en paddle. Et toujours avec ce besoin de corréler le sport et l'environnement. Quand je fais du paddle, je sais le nombre de coups de pagaie que je mets grâce à ma montre GPS.
Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, pour faire 10 km, il me faut tant de coups de pagaie. Donc pour faire la traversée des Alpes-Maritimes, 100 km, il faudrait que je mette 30 000 coups de pagaie. Pourquoi on ne se lancerait pas le défi de ramasser 30 000 déchets? Mais moi seul, je ne peux pas y arriver. Donc j'ai eu ce souhait de fédérer une communauté en leur expliquant que j'allais faire cette traversée et que j'avais besoin que chacun s'approprie ce défi et que pendant ma traversée, un peu partout en France et en Europe, des gens m'aident à atteindre ce chiffre de 30 000 déchets. Comment avez-vous réussi à dépasser votre peur de l'eau au cours de ce défi? J'ai remarqué que souvent les choses qui m'attiraient dans la vie étaient souvent des choses qui me faisaient peur. Quand je m'éloigne des côtes, j'ai pas peur de l'eau, mais par contre j'ai un peu peur du large. Comment j'ai fait? C'est assez simple, c'est ce besoin et cette envie de sortir de ma zone de confort. Encore une fois, la meilleure autorité, c'est l'exemplarité. Aujourd'hui, les changements qu'on veut voir dans le monde n'arriveront pas seuls. Ça va demander à chaque citoyen, à chaque individu, de sortir de sa zone de confort. Alors, 3 semaines avant de partir, vous ignoriez totalement où vous alliez dormir. Comment avez-vous préparé cet événement? Je milite pour que les gens n'attendent pas des chefs d'entreprise, des politiques, des dirigeants pour prendre des décisions qui auront un impact positif. Donc je me suis dit, je pars en paddle, mais je vais sortir de ma zone de confort au maximum puisque je vais partir sans eau, sans argent, sans nourriture, et je vais dormir chez les gens qui me contacteront ou qui auront envie de m'accueillir pendant ce périple. Je me suis juste attaché à faire en sorte que les gens chez qui j'allais dormir ne soient pas des gens que je connaisse. Mais alors concrètement, comment avez-vous réussi à vous hydrater normalement et à manger à la hauteur de l'effort physique? Pendant, on est tous dépendants les uns des autres. Et donc, partir sans eau, sans argent et sans nourriture, ça voulait dire que j'allais compter sur les gens que j'allais rencontrer, les plaisanciers en mer, les gens sur les plages, pour me donner à boire, pour me donner à manger et pour m'héberger. Et c'était encore plus intéressant parce qu'on vit dans un département où on pense que les gens sont très égoïstes et très centrés sur eux-mêmes. La traversée en paddle physique, ça me concernait. Je savais que j'avais les ressources pour le faire. Mais ramasser 30 000 déchets, il fallait que je compte sur des centaines de gens. Dormir, manger, boire, il fallait aussi que je compte sur les gens. Et j'ai toujours trouvé quelqu'un. À chaque fois, j'ai jamais reçu de refus quand j'ai expliqué le projet et que j'ai dit j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de dormir. Alors finalement, vous l'avez relevé ce défi? On l'a relevé de manière collective parce qu'il y a environ 800 personnes qui se sont activées chaque jour, un peu partout en France et même en Europe, en Espagne, pour ramasser des déchets. Ils me partageaient leurs récoltes le soir et je faisais un décompte. Je suis parti du Larvoto, j'ai mis 4 jours pour atteindre Fréjus. Et on a ramassé, avec cette communauté, plus de 35 000 déchets. Ce défi a été complètement relevé, autant sur le plan physique que sur le plan de la confiance en soi, la confiance aux autres, l'interdépendance et le ramassage de déchets, la protection de l'environnement. Parlez-nous du World Cleanup Day que vous lancez en principauté en septembre 2019. World Cleanup Day, c'est une organisation mondiale qui, chaque année, organise un ramassage de déchets. Et donc, je me suis connecté avec la mission pour la transition énergétique, la mairie de Monaco, et j'ai trouvé tout de suite des gens qui m'ont aidé pour que ça se concrétise et qu'on puisse faire la première World Cleanup Day sur la principauté. Lors de cet événement, vous avez eu un participant plus que célèbre. L'événement réunit des millions de personnes dans le monde, cette journée-là. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait un seul chef d'État dans le monde ce jour-là qui est venu ramasser des déchets avec les citoyens, et c'est le prince Albert. Le prince a vu dans Monaco Matin qu'on organisait le premier World Cleanup Day, et il a dit à ses équipes « j'ai envie de participer à cette journée ». C'était assez exceptionnel de voir le prince au milieu des citoyens se baisser, s'allonger même par terre pour ramasser des mégots. Quelle exemplarité! Il n'a pas besoin de parler. Ces photos ont fait un peu le tour du monde. Il est élu à vie, donc il n'était pas là pour récupérer des voix pour un prochain mandat. J'ai trouvé ça excellent qu'un chef d'État soit présent, et encore plus un souverain. C'était vraiment une belle surprise. Voilà, la conscience, la confiance et l'exemplarité, pour moi, ça peut changer le monde. Pourquoi la conscience? Parce qu'aujourd'hui, on fait énormément de choses sans le faire avec conscience. On n'a pas conscience qu'un jean, il faut 10 000 litres d'eau pour le produire. Et je ne dis pas aux gens arrêtez d'acheter, mais consommez en conscience. Est-ce que j'en ai besoin? Et est-ce que j'ai bien conscience de l'impact de ce produit sur l'environnement? Et donc, le fait qu'on soit complètement coupé de la conscience fait qu'on vit dans une espèce de modèle économique complètement alternatif à la nature, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Des milliards de personnes mangent des nuggets comme s'ils mangeaient une frite, et ben on se retrouve avec des élevages industriels intensifs, horribles, où on a complètement déshumanisé les animaux qu'on mange. Et donc la conscience, c'est vraiment quelque chose que je souhaite partager. Faites les choses, continuez à les faire, mais faites-le en conscience. C'est le premier pas pour changer ces modes de consommation. La confiance, arrêtez d'attendre dans son canapé devant les journaux que les chefs d'État ou les dirigeants d'entreprise prennent des décisions. Incarnez ça. On a tous une carte bleue, c'est le bulletin de vote le plus puissant qui existe. En Europe, on peut aller choisir ce qu'on va acheter, et donc on peut changer le monde comme ça. Si 60 millions de Français arrêtent d'acheter un pot de crème à tartiner au chocolat
parce qu'on sait qu'il est plein d'huile de palme et plein de choses mauvaises pour l'environnement, pour nos enfants, en 3 mois, on règle le problème. Chacun doit retrouver sa souveraineté, se dire « j'ai de la puissance, je dois avoir confiance en moi et je vais m'approprier mes convictions, je vais me réaligner avec moi-même. » Conscience, confiance, exemplarité. C'est bien de faire des beaux discours, mais je dois absolument être exemplaire, faire des choses à mon niveau, le partager, le montrer avec des gens avec lesquels on fait les choses de manière très pragmatique. Et ça, c'est la meilleure autorité. La photo du prince qui ramasse un déchet suffit. Parce que ça, c'est l'exemplarité, c'est la meilleure autorité. Mais la photo du faire, le faire est révélateur de l'être. Voilà. La photo du faire fait qu'on a envie de s'engager. Voilà, donc confiance, conscience, exemplarité. J'ai conscience de ce que je fais, j'ai confiance en moi et je fais. C'est votre credo ? Oui, c'est mon credo. Depuis peu, vous animez une émission de radio. Quel en est l'objectif ? Alors, l'émission s'appelle La légende du colibri, sur une radio locale qui s'appelle Radio Fréquence Méditerranée, qu'on retrouve soit sur les réseaux sociaux, soit sur 96.6, puisqu'elle est maintenant diffusée sur les ondes FM. On va chercher des gens qui ont un impact positif dans le bassin mentonné, sur la principauté de Monaco. Soit des entreprises, soit des individus, soit des associations. Et on leur donne la parole pendant 1 heure. Je vous donne un exemple très concret. Hier soir, j'ai reçu Fabien Cambi, qui est membre actif d'une association qui s'appelle Terre en Partage, et qui, à Menton, s'est approprié 3 hectares de terre, et avec 70 membres d'association, ils travaillent ces hectares de terre grâce aux méthodes de permaculture, donc dans le respect de l'environnement. Les légumes, les fruits qui sortent de cette terre sont partagés entre les membres de l'association. Et on a reçu aussi hier soir Sarah Mathèse, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Semeurs de Sens et qui diffuse dans le bassin mentonné des films, des documentaires qui ont plutôt la vocation d'agiter les consciences. Quel bilan dressez-vous du premier Green Friday que vous organisez à Monaco le 29 novembre 2019 ? J'ai proposé un peu ça à l'équipe de cadres et aux magasins, aux collaborateurs, de se dire est-ce que cette journée-là, on ne se l'approprierait pas pour parler de ce qu'on fait de bien ? Et donc, est-ce qu'on laisserait tomber le Black Friday, mais on parlerait de nos produits éco-conçus, de notre collaboratrice qui incite les gens à venir faire réparer leurs produits de sport plutôt que d'en acheter de nouveaux s'ils sont réparables ? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour parler d'une économie de liens plutôt qu'une économie de biens ? Et ça a été une réussite parce qu'on a fait une journée positive en termes de chiffre d'affaires. On a fait une journée positive en termes de satisfaction client, une journée positive en termes d'émotion, parce qu'on a mis devant le magasin une zone free hug avec des collaborateurs qui faisaient des câlins aux passants. Et on a mis en avant des produits éco-conçus, plus respectueux de l'environnement, qui ont été achetés par les clients. Des t-shirts éco-conçus faits avec des fibres recyclées à un prix accessible. J'aimerais rassurer les dirigeants, les chefs d'entreprise, les commerçants, c'est de leur dire « n'hésitez pas à essayer de faire des choses qui, a priori, ne vont pas créer de valeur économique. Il y a une telle création de valeur humaine, environnementale, sociétale, que, in fine, ça va servir votre commerce. » Donc, créer du lien plutôt que du bien, c'est de toute façon créer du bien. Quelles sont vos prochaines actions en faveur de l'environnement ? Continuer à faire des ramassages de déchets avec les citoyens. Ça, c'est un truc qui fonctionne bien parce que c'est très pragmatique, c'est accessible à tous. On est en train de mettre en place une plateforme de location de stand-up paddle à titre gratuit. Un paddle, ça se loue à peu près 100 € la journée. Ben là, un citoyen qui voudra louer un paddle pourra le louer à titre gratuit contre un ramassage de déchets. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux personnes qui soutiennent qu'on ne peut rien faire pour régler nos problématiques environnementales, que c'est trop tard ? J'ai pas du tout envie de les convaincre. J'ai envie de continuer à agir et surtout continuer de m'inspirer de ceux qui agissent soit à mes côtés, soit en face de moi. Donc ça part de nous. Incarnons le changement, changeons les choses à notre échelle, à notre petite échelle, dans notre maison, dans notre village, dans notre ville, et on va inspirer des gens et on changera le monde. J'en suis persuadé. Depuis cette entrevue, Sébastien Hucher a quitté ses fonctions de cadre commercial et a été promu, toujours au sein de l'enseigne Decathlon, chef de développement durable pour la France entière et la Principauté. Au cours de cet entretien, Sébastien Hucher nous a livré 6 clés pour changer le monde. Tout d'abord, ne pas chercher à convaincre, mais agir. Agir et changer les choses à notre échelle. Incarner le changement, car cela part de nous en tout premier lieu. Ensuite, ne pas attendre des autres qu'ils prennent des décisions, mais une fois encore, agir. Agir en conscience et en ayant confiance dans nos actes. Puis, utiliser notre carte bleue comme le bulletin de vote le plus puissant et créer du lien plutôt que du bien. Enfin, grâce à sa capacité à sortir de sa zone de confort,
à donner l'exemple et à fédérer, Sébastien Hucher a entraîné bien des personnes déjà dans son sillage, que ce soit de simples citoyens, le prince Albert de Monaco ou la direction de plusieurs décathlons en France comme à l'étranger. Si Sébastien Hucher l'a fait, pourquoi pas vous ?